Maintenant, c'est à mon tour de vivre dans le luxe. C'est ce que Jennifer m'a dit au téléphone. Sa voix débordait de sarcasme et d'amertume. Dès que j'ai entendu ces mots, j'ai ressenti une lourdeur dans l'estomac. J'ai immédiatement ouvert mon application bancaire, et ce que j'ai vu m'a fait accélérer le cœur. Je venais tout juste de sortir de l'hôpital après un terrible accident de voiture. J'y avais passé 3 longues semaines, faible et presque incapable de bouger. Mais en voyant les dépenses sur ma carte de crédit, j'ai eu un réveil brutal. Un total de 90 000 $ avait été dépensé en articles de luxe Louis Vuitton, Gucci, Cartier. C'était comme si quelqu'un s'était lancé dans une frénésie d'achat pendant que je me battais pour ma vie. Je m'appelle Marie Berry. J'ai 35 ans. J'ai toujours travaillé dur et construit une belle vie pour moi-même. Je savais que ma belle-sœur, Jennifer, avait toujours été jalouse. Elle faisait souvent des remarques désobligeantes sur mon travail, ma maison, et mes vêtements. Mais jamais je n'aurais cru qu'elle irait aussi loin. J'ai trouvé ta carte de crédit dans ton sac quand je t'ai rendu visite, a dit Jennifer avec un ton fier. Elle ne cherchait même pas à cacher ce qu'elle avait fait. Tu as toujours tout. Tu n'as jamais à te battre comme moi. Alors j'ai pensé que c'était juste. Tu te vantes sans arrêt, alors c'était ma façon d'équilibrer les choses. J'ai pris une grande inspiration. J'étais encore faible, mais je savais que je devais rester calme. Jennifer, ai-je dit en gardant une voix posée, ce que tu as fait n'est pas seulement mal, c'est illégal. C'est du vol de carte de crédit. Elle a simplement ri, un rire froid et sans cœur. Oh, s'il te plaît, a-t-elle répondu. On est de la famille. Et puis, tu étais inconsciente. Tu devrais me remercier d'avoir aidé Kevin avec les enfants. Considère ça comme mon paiement. Mon mari, Kevin, avait tout fait pour s'occuper de nos 2 enfants pendant que j'étais à l'hôpital. Il jonglait entre le travail, les enfants, et les visites quotidiennes. Je savais qu'il faisait confiance à sa sœur pour aider, mais visiblement, c'était une erreur. Tu sais quoi, Jennifer, ai-je dit, toujours calme. Merci de m'avoir raconté tout ça. C'est en fait très utile. Elle s'est arrêtée. Qu'est-ce que tu veux dire, a-t-elle demandé. Oh, rien, ai-je répondu. J'apprécie juste que tu aies tout expliqué aussi clairement. Un silence s'est installé. Puis elle a lancé d'un ton sec. Peu importe. Tu ne peux rien prouver. Kevin me croira plutôt que toi. Il sait à quel point tu peux être dramatique. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement mis fin à l'appel. Puis j'ai appuyé sur le bouton pour appeler mon infirmière. Quelques minutes plus tard, Linda, mon infirmière, est entrée dans la chambre. Tout va bien, Marie, demanda-t-elle doucement. Linda, tu m'as dit que l'hôpital avait installé de nouvelles caméras de sécurité dans chaque chambre, c'est bien ça? Celles qui enregistrent à la fois l'image et le son? Elle a hoché la tête. Oui, elles ont été ajoutées le mois dernier. Tu veux que l'équipe de sécurité vérifie quelque chose? Pour la première fois depuis mon réveil, j'ai souri. Oui, s'il te plaît. Et peux-tu aussi appeler l'agent Jacob pour moi? Il était temps que la vérité éclate. Jennifer m'avait volé, et elle l'avait elle-même avoué. Mais cette fois, j'avais des preuves, et j'étais prête à me défendre. Je dois signaler un vol, ai-je dit. Les heures suivantes furent bien remplies. L'agent Jacob est arrivé à l'hôpital et s'est assis pour recueillir ma déposition. Je lui ai tout raconté, depuis l'appel étrange avec Jennifer jusqu'aux dépenses sur ma carte de crédit. Ensuite, il a demandé à voir les enregistrements des caméras de sécurité de l'hôpital. Cela n'a pas pris longtemps. Les caméras avaient tout enregistré. On voyait très clairement Jennifer entrer dans ma chambre, regarder autour d'elle, puis ouvrir discrètement mon sac à main. La vidéo montrait clairement qu'elle prenait en photo ma carte de crédit, puis la remettait comme si de rien n'était. Plus tard, on la voyait même assise à côté de moi, riant et prenant des selfies pendant que j'étais inconsciente dans mon lit. L'agent Jacob a feuilleté ses notes et m'a regardé avec sérieux. Madame Berry, a-t-il dit, c'est un cas évident de fraude à la carte de crédit. Souhaitez-vous porter plainte? Avant que je puisse parler, la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit brusquement. C'était mon mari, Kevin. Il avait l'air inquiet et hors d'haleine. Marie, que se passe-t-il? Demanda-t-il. Jennifer vient de m'appeler. Elle pleurait et disait que tu inventais des mensonges sur elle. Je ne répondis rien. À la place, je pointai la tablette dans la main de l'officier Jacob. Regarde ça, dis-je. Kevin se pencha pour regarder la vidéo. Au début, son visage exprimait la confusion,
mais à mesure qu'il regardait, son expression changea. Ses yeux s'agrandirent en voyant sa sœur me voler. Il la vit sourire et jouer avec ma carte de crédit comme si c'était une blague. Elle m'a dit qu'elle était venue prier pour toi, murmura Kevin. Il s'assit sur la chaise à côté de mon lit. Elle a dit qu'elle voulait t'aider. Elle s'est aidée elle-même à hauteur de 90 000 $ en articles de luxe, dit l'officier Jacob. Kevin resta silencieux un moment, puis se tourna vers moi. Ses yeux étaient pleins de tristesse. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça, chuchota Théil. L'officier Jacob me regarda de nouveau. Madame Berry, souhaitez-vous porter plainte? Je regardai Kevin. Il avait le cœur brisé, mais il semblait sûr de lui. Il acquiesça et prit ma main. Faites-le. Jennifer doit apprendre qu'on ne vole pas sa propre famille. Quelques minutes après le départ de l'officier Jacob, mon téléphone sonna. C'était encore Jennifer. Cette fois, Kevin décrocha et mit l'appel sur haut-parleur. Kevin. Dieu merci, sanglota Jennifer. Marie ment. Elle essaie de ruiner ma vie. Tu sais comment elle est. Arrête, dit Kevin fermement. Nous avons une vidéo. Les caméras de l'hôpital ont tout enregistré. Un silence glacé suivit. Je peux tout expliquer, dit Jennifer précipitamment. J'allais te rembourser. J'avais juste besoin de... Garde ça pour la police, répondit Kevin. Ils sont en route vers chez toi en ce moment. Il raccrocha. Je me laissai tomber contre mon oreiller, soudainement épuisé. Mais pour la première fois depuis des semaines, je me sentais apaisée. La vérité avait éclaté. Jennifer avait profité de mon séjour à l'hôpital pour me voler. Elle pensait que je ne le découvrirais jamais. Elle croyait pouvoir s'en tirer, mais au lieu de ça, elle avait révélé à tous qui elle était réellement. Kevin me serra la main. Je suis tellement désolé, dit-il. Je n'aurais jamais dû lui faire confiance. Ce n'est pas ta faute, lui répondis-je. Rien de tout ça ne l'est. Il était temps d'avancer, avec la vérité de notre côté et la paix que procure la justice enfin rendue. Elle va apprendre qu'on ne vole pas sa famille sans en payer le prix, murmurai-je doucement. Ce qu'on sème, on le récolte toujours. Les jours suivants à l'hôpital furent chargés. Je récupérais toujours de l'accident de voiture, gagnant en force jour après jour. L'infirmière Linda m'aidait à faire quelques pas, et les médecins me surveillaient de près. Mais même pendant ma convalescence, il restait encore le cas Jennifer à gérer. L'officier Jacob revint avec une mise à jour. À son visage, je vis que quelque chose s'était produit. Nous avons arrêté Jennifer dans son appartement, dit-il. Elle était complètement surprise. L'endroit était rempli de sacs de shopping. Certains avaient encore les étiquettes de prix. Il secoua la tête. Vous auriez dû voir son visage quand nous lui avons passé les menottes. Elle ne cessait de dire que c'était une grosse erreur, mais nous avons tout ce qu'il faut, les images de vidéosurveillance, les articles qu'elle a achetés avec votre carte, et sa propre voix qu'il admet au téléphone. Pendant que l'officier Jacob s'occupait de l'affaire, je me concentrais sur ma guérison, mais mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Jennifer avait commencé à mentir pour couvrir ses actes. Elle appelait des membres de la famille et des amis, disant que je lui avais donné la permission d'utiliser ma carte de crédit. Elle affirmait que j'essayais maintenant de la faire accuser à tort pour la faire passer pour la méchante. Un message vocal me donna la nausée. Il venait de ma belle-mère, Patricia. Tu as toujours été jalouse de la jeunesse de Jennifer, dit-elle d'un ton acerbe. Elle m'a tout raconté. Comment oses-tu essayer de détruire sa vie? Je serrai les poings. Je n'en croyais pas mes oreilles. Kevin s'approcha doucement et prit mon téléphone. Elle ne connaît pas encore la vérité, dit-il calmement. Jennifer lui a aussi menti. Alors il est temps de lui montrer ce qui s'est vraiment passé, répondis-je. Cet après-midi-là, Patricia entra dans ma chambre d'hôpital. Elle avait l'air furieuse et prête à défendre sa fille. Mais tout changea dès que l'officier Jacob lui montra les images de sécurité. Elle regarda attentivement la vidéo. On y voyait Jennifer entrer en douce dans ma chambre. Elle souriait et riait en sortant ma carte de crédit de mon sac à main et en prenant des photos. Puis elle s'assit à côté de moi et prit des selfies, comme si voler une personne en soins intensifs était une plaisanterie. Le visage de Patricia devint livide. Elle s'assit lentement, les yeux écarquillés. Je ne comprends pas, dit-elle. Jennifer m'a dit que tu lui avais donné la permission. Elle a dit que tu voulais te racheter pour toujours exhiber ton argent. Kevin s'avança et parla doucement.
Maman, Jennifer a volé Marie alors qu'elle était inconsciente sur un lit d'hôpital. Il n'y a aucune excuse pour ça. Elle n'a pas demandé. Elle ne s'est pas souciée. Elle a juste pris ce qu'elle voulait. Patricia ne répondit pas tout de suite. Ses mains tremblaient alors qu'elle regardait son téléphone, probablement en repensant à toutes les choses que Jennifer lui avait dites ces dernières semaines. Tous ces vêtements et sacs de créateurs, dit-elle enfin. Elle m'a dit que c'était des cadeaux d'amis. Elle a même dit qu'un des sacs était un prix qu'elle avait gagné. Tout commençait à s'éclaircir pour elle. Tandis que nous restions silencieux, je savais que cela ne concernait pas seulement l'argent ou les vêtements. Il s'agissait de confiance. Et Jennifer l'avait trahi, pas seulement envers moi, mais envers tous ceux qui tenaient à elle. Et maintenant, elle allait devoir affronter la vérité devant la justice, là où les mensonges ne fonctionnent pas. La justice était enfin en train de rattraper son retard. Quelques jours plus tard, j'étais assise dans la salle d'audience pour la première comparution de Jennifer. Mon corps me faisait encore mal à cause de l'accident de voiture, mais j'étais déterminée à être là. Je devais aller jusqu'au bout. Je voulais qu'elle sache que ce qu'elle avait fait ne serait pas oublié. Jennifer entra dans la salle d'audience vêtue d'une tenue soignée et arborant un sourire confiant. Elle regardait autour d'elle comme si rien de grave ne pouvait lui arriver, mais ce sourire commença lentement à disparaître lorsque son avocat commis d'office se leva pour lire les chefs d'accusation. Mademoiselle Aniston, dit le juge en regardant directement Jennifer, les preuves contre vous sont accablantes. Il existe une vidéo claire où l'on vous voit voler votre belle-sœur alors qu'elle était inconsciente à l'hôpital. Comprenez-vous la gravité de la situation? Jennifer pensait encore pouvoir s'en sortir avec des paroles. Elle redressa le menton et dit. Votre honneur, il s'agit d'un malentendu. Marie et moi avions un accord. Elle aime toujours montrer son argent, et elle m'a donné sa carte de crédit pour régler les choses entre nous. Le visage du juge se durcit. Pendant qu'elle était inconsciente en soins intensifs, demanda-t-il. Jennifer hésita. Eh bien, Elle n'avait pas de réponse. Le procureur se leva à son tour. Votre honneur, nous avons une vidéo claire montrant l'accusée entrant à plusieurs reprises dans la chambre de Madame Berry à l'hôpital. On la voit fouiller dans son sac à main et prendre des photos de sa carte de crédit. Nous avons également un appel téléphonique enregistré dans lequel elle admet ce qu'elle a fait et se moque même de l'état de santé de la victime. C'est à ce moment-là que Jennifer commença à paraître nerveuse pour la première fois. Son visage perdit ses couleurs. Elle regarda Kevin, espérant qu'il vienne à sa défense, mais il ne la regarda même pas. Son visage était froid. Sa propre sœur l'avait trahi, et il n'y avait plus de retour possible. Le juge poussa un long soupir. Vu la préméditation et l'intention claire de vos actes, dit-il, je rejette l'accord de plaidoyer. Cette affaire ira jusqu'au procès. L'avocat de Jennifer demanda rapidement une courte pause pour pouvoir lui parler à l'extérieur de la salle. En sortant, on pouvait encore entendre ses pleurs dans le couloir. Pour la première fois, il semblait que Jennifer réalisait qu'elle ne pourrait pas se sortir de cette situation avec des mensonges. Elle avait toujours cru qu'elle méritait plus. Elle pensait pouvoir tout me prendre et blâmer cela sur la jalousie ou des conflits familiaux. Elle pensait que nous la protégerions simplement parce que nous étions de la même famille. Mais maintenant, elle apprenait que voler, même au sein de la famille, entraîne de vraies conséquences. Lorsque l'audience reprit, la voix de Jennifer était faible. Elle accepta de conclure un accord. Toute son assurance avait disparu. Le juge fixa une date pour l'énoncé de la peine, et elle fut emmenée menottée. Ses beaux vêtements avaient disparu, remplacés par une simple combinaison orange. Alors que nous sortions du tribunal, Patricia s'approcha de nous. Ses yeux étaient rouges, et il était évident qu'elle avait pleuré. Marie, Kevin, dit-elle doucement. Je suis tellement désolée. J'aurais dû savoir que Jennifer mentait. Elle a toujours été jalouse de toi, Marie, mais je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. Je la regardais. Elle n'était plus en colère. Elle avait l'air brisé et épuisé. Je savais que cela nous avait tous blessés. Nous voulions tous croire que Jennifer valait mieux que ça. Mais la vérité était désormais révélée. Certaines leçons arrivent trop tard. Mais au moins, maintenant, la guérison pouvait commencer. Parfois, le plus difficile, c'est d'accepter que quelqu'un qu'on aime n'est pas la personne qu'on croyait, dis-je doucement. 4 mois avaient passé, et j'étais de retour au tribunal. Cette fois, c'était pour l'audience de condamnation de Jennifer. Je ressentais encore des douleurs à cause de l'accident, mais émotionnellement, j'avais fait beaucoup de chemin. Je n'étais plus en colère. J'étais simplement prête à ce que tout cela se termine.
Le procureur se leva et parla clairement pour que tout le monde entende. Votre honneur, nous avons la preuve que l'accusée a planifié ce crime des semaines à l'avance. Son historique internet montre qu'elle a fait des recherches comme vol de cartes de crédit et système de sécurité des hôpitaux avant l'accident de Madame Berry. Pendant que Madame Berry luttait pour sa vie à l'hôpital, l'accusée, sa propre belle-sœur, a profité de sa condition pour en tirer avantage. Il fit une pause et regarda Jennifer. Elle n'a exprimé des regrets qu'après s'être fait prendre. Nous demandons la peine maximale prévue dans l'accord de plaidoyer. Jennifer était assise à la table de la défense, très différente de la femme confiante qu'elle avait été autrefois. Ses vêtements de créateur avaient disparu. À la place, elle portait un simple tailleur noir trop grand pour sa silhouette amaigrie. Il était clair que la vie en prison l'avait changée. Son visage avait l'air fatigué, et pour la première fois, elle semblait vraiment effrayée. Le juge se tourna vers elle. Mademoiselle Aniston, avant de rendre ma décision, avez-vous quelque chose à dire? Jennifer se leva lentement. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait un petit bout de papier. Elle semblait nerveuse et incertaine. Je veux dire que je suis désolée, dit-elle d'une voix faible. J'étais jalouse. Voir Marie vivre la vie que je voulais me mettait en colère. Je me disais que ce n'était pas juste. Quand j'ai vu sa carte de crédit dans son sac, quelque chose s'est brisé en moi. Je me suis convaincue qu'elle ne remarquerait pas l'argent. Je me suis même persuadée qu'elle me le devait, pour toutes les années où j'ai galéré. Mais j'avais tort. Je l'observais attentivement, me demandant si elle était sincère ou si ce n'était qu'un de ses numéros. Kevin était assis à côté de moi, tenant ma main. Son visage était impassible. Le juge resta calme et sérieux. Mademoiselle Aniston, vos actes ont démontré de l'égoïsme et de la cruauté. Vous avez volé une personne malade et incapable de se défendre. Ensuite, vous avez menti et tenté de monter les autres contre elle. Ce tribunal ne peut ignorer ce que vous avez fait. Il prit ses papiers. Vous êtes condamné à 19 mois de prison et 6 ans de probation. Vous devrez également rembourser la totalité de la somme volée, ainsi que des amendes supplémentaires. Les objets que vous avez achetés seront vendus pour aider à rembourser votre dette. Alors que l'huissier venait l'emmener, Jennifer se retourna vers nous. L'expression fière qu'elle arborait autrefois avait disparu. Pour la première fois, elle avait l'air de quelqu'un qui comprenait vraiment ce qu'elle avait perdu, pas seulement de l'argent ou sa liberté, mais la confiance et l'amour de ceux qui tenaient à elle. À l'extérieur du tribunal, nous fûmes rejoints par Patricia, la mère de Jennifer. Ses yeux étaient rougis par les larmes. J'ai beaucoup réfléchi, dit-elle doucement. Pendant des années, j'ai trouvé des excuses à la jalousie de Jennifer. Je me disais qu'elle traversait juste une période difficile, mais maintenant je vois que j'ai ignoré les signes d'alerte. J'aurais dû le voir venir. Je hochai la tête. On veut tous croire au meilleur chez les gens, mais parfois, la vérité est plus difficile à accepter. Et sur ces mots, nous avons fait nos premiers vrais pas vers la guérison, vers la paix, et vers une vie libérée des mensonges. Kevin poussa un long soupir. Le plus dur, dit-il, c'est de savoir qu'elle avait tout planifié. Ce n'était pas un acte impulsif. Elle a attendu le bon moment pour nous trahir. La vérité était douloureuse, mais nous apprenions à vivre avec. Au cours des mois suivants, les choses commencèrent à changer. La police termina de récupérer tous les objets que Jennifer avait achetés avec ma carte de crédit volée. Tous ses vêtements de marque, ses sacs à main et ses chaussures furent empaquetés et vendus aux enchères. La plupart se vendirent bien en dessous de leur prix d'achat. Son appartement autrefois rempli fut vidé, simple rappel de la rapidité avec laquelle tout s'était effondré. Jennifer commença à m'écrire des lettres depuis la prison. Au début, elles étaient pleines d'excuses. Elle me rejetait la faute. Elle blâmait la situation. Elle disait que mon succès l'avait éloignée. Je les lisais, mais je ne répondais pas. Je n'étais pas prête. Mais quelque chose changea. Au fil des mois, le ton de ses lettres évolua. Environ 8 mois après sa condamnation, une lettre attira mon attention. « Je n'ai pas seulement volé ton argent », écrivait-elle. « J'ai volé ta confiance. J'ai brisé notre famille. Et le pire, c'est que je ne peux même plus te blâmer. Tout est de ma faute. » Je relus ces mots plusieurs fois. Pour la première fois, elle semblait sincère. Kevin ne parlait plus beaucoup de Jennifer, bien qu'il voyait un thérapeute. Je pouvais sentir que la trahison le hantait encore. Patricia, la mère de Jennifer, changea aussi. Elle rejoignit un groupe de soutien pour les parents dont les enfants sont en prison.
Elle commença enfin à reconnaître qu'elle avait fermé les yeux sur le comportement de Jennifer pendant des années. Affronter la vérité était difficile, mais cela l'aidait aussi à guérir. Physiquement, je m'étais complètement remise de l'accident, mais la guérison émotionnelle fut bien plus longue. Je repensais souvent à la peur, à la trahison, et à la tristesse qui avait suivi. L'hôpital mit même à jour ses protocoles de sécurité, utilisant mon histoire comme raison pour apporter des changements. Savoir que mon expérience avait permis de protéger d'autres personnes me donnait un peu plus de force. 1 an après la condamnation de Jennifer, je reçus un appel que je n'attendais pas. C'était un conseiller pénitentiaire. Jennifer progresse bien dans notre programme, dit-il. Elle travaille dur et dit vouloir réparer ses torts. Seriez-vous disposé à la rencontrer lors d'un entretien surveillé? Je fis une pause. L'idée était lourde. J'y réfléchis longuement. Puis je donnai ma réponse. Non, dis-je avec gentillesse mais fermeté. Certaines trahisons vont trop loin. Je lui souhaite la paix, mais je n'ai pas besoin de faire partie de sa guérison. Ce soir-là, j'en parlais à Kevin. J'espère qu'elle trouvera la paix, dis-je. Mais je n'ai pas besoin de l'accompagner sur ce chemin. Il hocha la tête. Je comprends. Nous avions appris une vérité douloureuse sur la confiance et la famille. Jennifer n'avait pas seulement perdu de l'argent ou des biens matériels. Elle avait tout perdu, sa liberté, sa réputation, et notre confiance. Aucun sac de luxe ne valait ce prix. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'elle suivait des cours en prison, étudiant l'éthique des affaires. Elle essayait de se préparer à un avenir meilleur après sa libération. Parfois, les leçons les plus coûteuses ne se paient pas avec de l'argent. Elles se paient avec les gens qu'on perd en chemin.